Bienvenue à tous dans cette formation gratuite afin de devenir trader rentable en 2022. Alors évidemment, cette formation à elle seule ne suffira pas à garantir votre succès. Il faudra de votre côté que vous engagiez à travailler, à voir et revoir cette formation gratuite, à vous entraîner de votre côté. Évidemment, tout ne se fera pas tout seul. Et moi, de mon côté, je fais le maximum pour vous transmettre des compétences qualitatives et évidemment que vous devez faire votre travail de votre côté pour implémenter tout ça, dans votre trading au quotidien. Alors brièvement pour le sommaire de cette formation, elle se déroulera en 4 grandes parties et vous allez voir tout au fur et à mesure de la formation qu'on va aborder pas mal de sujets importants dans le trading. Vous allez donc avoir accès à cette formation relativement complète. Alors avant de démarrer cette formation, je vous rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit qui sera un excellent complément à cette formation et également à cette chaîne YouTube où je partage beaucoup de contenu quotidiennement pour vous. Donc si vous voulez nous rejoindre, très simplement vous allez sous la vidéo, vous cliquez sur le lien qui stipule mon groupe Telegram, vous cliquez et vous serez directement redirigé vers mon canal Telegram, vous n'aurez plus qu'à vous abonner. Et donc concrètement, rapidement, je partage du contenu pour les traders, du contenu fondamental, du contenu technique, et donc ça sera, comme je l'ai dit, un excellent complément à tout ce que je vous partage déjà gratuitement sur YouTube. Alors pour commencer cette formation, on va voir ensemble concrètement quels sont les actifs qu'on peut trader en trading, sur quoi on peut investir et quels sont les outils concrètement qui vont nous permettre de gagner de l'argent sur les marchés financiers. On va donc voir ces actifs-là et puis on va voir un peu leurs particularités pour que vous puissiez vous diriger vers certains actifs en fonction de votre personnalité et de vos capitaux. Alors premièrement, vous pouvez constater qu'on aura le Forex. Le Forex est un marché très répandu, très liquide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'argent qui transite sur ce marché-là quotidiennement, chaque semaine et chaque mois. Et donc, c'est tout simplement les paires de devises. Si on va sur les paires de Forex, vous pouvez voir qu'on a vraiment toutes les paires. Donc on a la devise de l'euro, on a la devise du dollar, la devise ici en GBP de la livre sterling. Et vous pouvez voir qu'on a le yen japonais, on a le dollar australien, on a vraiment tous les actifs, toutes les devises qui sont libellées sur le Forex. Et donc vous pourrez trader ces actifs-là en fonction de vos goûts, ok? Donc le Forex, c'est vraiment une classe d'actifs qui est très connu et beaucoup tradé par les investisseurs du monde entier. Ensuite, on va avoir les indices. Alors, les indices, ça va être tout simplement des actifs financiers qui vont regrouper des grosses entreprises d'une zone économique. Donc, par exemple, en France, on a le CAC 40, c'est-à-dire que sur le CAC 40, c'est un indice qui pondère, qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises, ok? Donc, si les leaders de ces 40 plus grosses entreprises se portent mal, évidemment que le CAC 40 se portera mal. Donc, ici en France, on a le CAC 40, en Allemagne, il y a le DAX 40, aux États-Unis, on a le Nasdaq 100, et on a surtout aussi le Dow Jones, ok? Donc ça va être vraiment principalement les indices mondiaux qu'on va pouvoir trader au quotidien sur les marchés financiers. Vous pouvez le voir ici très simplement, si on va rechercher le DAX par exemple, on tombera sur l'actif du DAX, ok? Pareil, on peut rechercher le Dow Jones, et on tombera sur l'indice du Dow Jones. Donc les indices, ça va vraiment être comparé au Forex des actifs financiers qui vont être un peu plus volatiles, ok? Donc ça nécessitera surtout plus de compétences parce que quand les marchés décalent et qu'il y a plus de volatilité, donc il y a plus de mouvements, forcément que c'est plus stressant pour un débutant, ok? Donc il faudra d'une part plus de compétences pour se diriger vers ces actifs et il faudra aussi certainement plus de capitaux parce que qui dit plus de mouvements dit des stops plus larges et qui dit des stops plus larges dit un capital forcément plus conséquent. Si vous avez 300, 200, 400 euros, je vous conseille de commencer par le Forex. On a également de la volatilité sur le Forex, il y a aussi des mouvements, mais il y en aura beaucoup moins et surtout d'une plus petite amplitude que sur les indices par exemple, ok? Ensuite, on va retrouver les matières premières, donc principalement ça va être le pétrole et j'aime beaucoup trader cet actif, donc voilà, les matières premières c'est un peu comme les indices, c'est un peu corrélé et c'est surtout aussi volatile, ok? C'est aussi beaucoup plus volatile que le Forex, donc pareil, matières premières, indices, ça va être vraiment, comme je vous l'ai dit, des actifs financiers où on va se diriger plutôt à moyen terme quand on aura déjà un bon 6 mois d'expérience avec un peu de capitaux et qu'on saura un peu s'en sortir quand même sur le marché financier. Si vous commencez à trader directement sur les indices et que vous n'avez presque pas de compétences et de connaissances, que vous venez de démarrer le trading, ça va être compliqué, comme je vous l'ai dit, ça va être stressant, vous n'arriverez certainement pas à gérer tous ces mouvements-là, ok? Donc, pour commencer, je vais vous conseiller le Forex. Après, bien sûr, c'est chacun fait ses choix, ok? Vous pouvez très bien commencer avec les indices,
vous casser les dents plusieurs fois et puis apprendre et progresser, évidemment. C'est juste une méthode plus compliquée, ok? Ensuite, on va avoir les métaux précieux, donc ça va être des actifs financiers qu'on pourra également trader. Donc pour les plus connus, eh bien on a l'or et l'argent, vous les connaissez. Donc également, on va pouvoir trader ces actifs-là sur les marchés financiers. Ensuite, on retrouvera également les actions, donc les actions d'entreprise. Par exemple, Coca-Cola, Apple, Google, Facebook ont toutes des actions d'entreprise qui sont cotées en bourse. Ok, ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse et ça permet de pouvoir à n'importe qui de les acheter ou de les vendre, ok? Donc c'est pareil, les actions, c'est aussi une classe d'actifs financiers qui nécessite vraiment plus de capitaux, plus de fonds propres que le forex, les indices, les matières premières ou les métaux. C'est pourquoi les actions ne sont pas recommandées pour les traders débutants. Maintenant, si vous voulez vraiment devenir un trader d'actions, eh bien, vous pouvez également le faire. Il n'y a rien d'impossible, je vous donne juste les prérequis et puis les chemins les plus faciles entre guillemets, ok? Et enfin, on retrouvera eh bien en actifs financiers qui sont plus récents, ça sera les crypto-monnaies. Également, on pourra les trader et on pourra investir dessus. Alors attention, pareil pour les crypto-monnaies, je pense que parmi tous les actifs que je vous ai partagés ici sur lesquels vous pourrez investir, ça va être vraiment la classe d'actifs la plus volatile, la plus risquée parce que sur les crypto-monnaies, clairement, c'est un peu euphorique et panique, ok? Donc comme c'est un marché récent, il y a beaucoup de volatilité et donc il y a beaucoup de mouvements et parfois on peut perdre 30-50% en un seul jour. Vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment des gros mouvements. Donc faites attention les traders débutants, je vous conseille vraiment pas de spéculer sur les crypto-monnaies parce que il faut avoir évidemment des compétences et gérer le risque, gérer la psychologie et surtout avoir des gros capitaux quand même pour pouvoir eh bien gérer la marge sur notre aide, ok? Donc maintenant que on a vu ensemble un peu les classes d'actifs que vous avez à disposition en trading, donc pour investir et pour gagner de l'argent, on va passer à la deuxième étape qui va être les unités de temps. Vous allez voir que eh bien une unité de temps en mensuel est totalement différente d'une unité de temps en 5 minutes et que les interprétations vont être donc différentes. C'est pourquoi il est important de maîtriser cette notion d'unité de temps dans votre analyse technique, quand vous lisez un graphique, c'est important de prendre en compte ces unités de temps et surtout, moi, évidemment, je vais vous conseiller de prendre en compte un maximum les grosses unités de temps parce que ça va être les unités de temps les plus solides, ok? Mais je vais pas encore rentrer dans le détail. En tout cas, en unité de temps principale, vous avez le mensuel, donc une bougie japonaise sur votre graphique représentera un mois de cotation. Vous avez les bougies hebdomadaires qui représenteront une semaine de cotation. Une bougie journalière représentera évidemment une journée de cotation. Et puis après, vous avez des bougies en 4 heures, en 1 heure, en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute. Et vous avez aussi des intervalles, c'est-à-dire vous avez des bougies en 2 heures, en 3 heures, en 2 minutes. Mais ça, c'est vraiment les principales unités de temps que vous allez retrouver partout, ok? Donc maintenant, on se retrouve sur les graphiques pour comprendre un peu cette notion d'unité de temps. Là, on va se mettre sur l'unité de temps maximum qui est le mensuel. Alors, on est sur un actif qui est le Dow Jones, donc si vous retenez bien ce que je vous ai dit, c'est un actif qui est donc dans les indices. C'est un actif volatile et c'est un actif qui va regrouper les 30 entreprises les plus influentes aux États-Unis et donc qui va se trader en fonction de ça principalement. Alors pour l'unité de temps, donc en mensuel, vous remarquerez là qu'on a tout un tas de bougies vertes et rouges, donc très simplement, hein, une bougie rouge c'est une bougie de baisse et une bougie verte c'est une bougie de hausse, ok? Et là, dans le cadre précis, eh bien, une bougie, la bougie précédente, donc la bougie du mois de décembre, vous voyez, 1er décembre 2021, eh bien, elle va durer du 1er décembre au 30 décembre ou 31 selon la longueur du mois en cours, et donc cette bougie va durer un mois, ok? A contrario, si on va en 1 heure, eh bien, une bougie, cette fois, va seulement durer 1 heure de cotation. C'est-à-dire que là, par exemple, on commence une bougie à 14 heures, eh bien, à 15 heures, elle sera finie et on enchaînera sur une nouvelle de 15 heures à 16 heures. À 16 heures, elle sera finie, on enchaînera de 16 heures à 17 heures sur une nouvelle bougie et ainsi de suite. Vous avez compris la logique. Alors, pourquoi il y a autant d'unités de temps, vous me direz? Eh bien, c'est parce que ça permet tout simplement de détailler le marché. Par exemple, là, eh bien, vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit, que cette bougie dure un mois. Mais là, on n'a qu'une information sur une bougie, c'est assez difficile à lire, assez difficile à comprendre. Alors que si on descend, par exemple, en weekly, eh bien, on voit que les 4 semaines précédentes, qui ont donc formé la bougie mensuelle entière, eh bien, il s'est passé quand même plus de choses. Donc, il y a eu une hausse, une baisse, une hausse, et puis encore une hausse, ok? Mais globalement, on a le détail, plus on descend. Si on descend en daily, on aura encore plus de détails. Pour la bougie mensuelle qui dure un mois et il n'y en a qu'une, eh bien ici en daily on aura donc 30 bougies pour constituer cette bougie mensuelle. Donc vous voyez qu'en fait les unités de temps permettent vraiment de détailler ce qui se passe au quotidien sur les marchés financiers. Et par la suite, on le verra, ces unités de temps vous serviront
dans votre analyse technique, eh bien pour prendre en compte certaines choses. Et vous verrez que principalement les grosses unités de temps permettent de faire l'analyse technique de fond et les unités de temps à partir du H4, H1 permettent surtout d'entrer en position, en tout cas dans ma stratégie de trading. Alors maintenant qu'on a vu les actifs financiers et les unités de temps, on va s'intéresser à un sujet qui est très important également, c'est les horaires de trading. Alors globalement, les marchés financiers sont ouverts du dimanche 23h minuit au vendredi, donc au début du week-end 23h minuit pareil, ok? C'est-à-dire que pendant 5 jours, 24 heures sur 24, les marchés vont être constamment ouverts et maintenant même les crypto-monnaies sont ouvertes le week-end, ok? Donc en gros, vous avez 5 jours de trading dans la semaine, c'est une semaine normale, vous avez un week-end, vous avez 2 jours de pause des marchés financiers, le samedi et le dimanche. Maintenant, dans une journée, eh bien, il y a plusieurs sessions, puisque vous le savez, ici on est sur la zone européenne, mais il y a aussi la zone américaine et la zone asiatique principalement, ok? Donc ça va être des grandes places boursières. Et il y a des horaires qui sont propres à ces places boursières. Par exemple, en Europe, eh bien, nous, notre session, elle va être de 8h à 16h. Ça correspond plus ou moins à l'ouverture et à la fermeture des banques européennes, ok? En Amérique, eh bien, ça va commencer à 14h jusqu'à 22h. Et en Asie, ça sera de minuit à 8h. Et toutes ces horaires-là, elles sont pour le fuseau horaire d'ici, de la France, de l'Europe, ok? En gros, par session, il y aura environ 8 heures de trading et comme il y a du décalage horaire et comme il y a de l'espace et de la distance entre ces différentes zones économiques, eh bien, ça donne des horaires décalés. Mais parfois, eh bien, par exemple, la session européenne commence de 8h et finit à 16h, et la session américaine commence à 14h, et donc, vous voyez que de 14h à 16h, ces deux sessions vont s'entrecroiser, et ça donnera plus de monde sur les marchés financiers et plus de volatilité. C'est pour ça que, souvent, à 14h, 15h à l'ouverture américaine et à la fin de session européenne, eh bien, on va avoir, beaucoup plus de volatilité dans cette période-là, entre 14 et 17h, on va dire, que d'habitude, ok? Donc, c'est des choses à savoir. Et puis, souvent, à la session asiatique, donc, qui est la session nocturne pour nous, c'est-à-dire que si vous aimez trader la nuit, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez un job la journée, si vous êtes étudiant, vous préférez trader la nuit parce que c'est un peu votre seul moment où vous êtes libre, finalement, vous pourrez le faire. Maintenant, c'est vrai que la session asiatique est beaucoup moins volatile généralement que la session européenne et encore moins que la session américaine. Donc voilà pour les horaires, il n'y a pas besoin d'être plus long, c'est bon à savoir et retenez bien que les périodes de volatilité sont très fortes en général et quasiment dans la plupart du temps de 14h à 17h, 18h, ok? Ça va être vraiment la période où c'est la fin de session européenne et le début de la session américaine et donc il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'investissements, beaucoup de volatilité. On va finir cette première partie par différencier les styles de trading qui existent sur les marchés financiers. Donc il y a plusieurs façons d'investir dans le trading et ça va principalement dépendre de votre personnalité en tant que futur trader. Pour définir dans un premier temps les trois types de trading qui existent, eh bien le premier ça va être le swing trading. Donc un swing trader, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va investir, donc qui va par exemple faire un achat sur l'euro-dollar et cet achat va généralement durer minimum plusieurs jours jusqu'à plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc vous le voyez, ça va être vraiment une personne qui souhaite investir quand même sur du moyen terme, long terme. Son trade va pouvoir durer d'une semaine à 3 semaines, voire 2 mois, ok? Donc cette personne-là va avoir de la patience, va avoir sûrement plus de capitaux parce qu'elle va pouvoir investir à long terme sans se prendre la tête. Et donc ça va être vraiment le swing trading. Ensuite, on a le day trader et cette personne-là, en général, eh bien, elle va acheter dans la journée et clôturer sa position dans la journée. Là où le swing trader, lui, pourra garder ses positions la nuit, le week-end, donc faire de l'overnight et de l'over-weekend. Le day trader, lui, va acheter et revendre dans la journée et faire sa plus-value ou sa perte dans la journée, ok? Donc ça peut être un exemple de j'achète le matin pendant la session européenne et je revends l'après-midi en session américaine. C'est un exemple très simple, mais c'est pour que vous compreniez bien, ok? Donc le day trader, lui, va vraiment éviter d'avoir des positions overnight, donc durant la nuit, et va vraiment trader, en ouvrant les graphiques le matin ou à la session américaine l'après-midi, ou même la nuit, il va pouvoir faire la session asiatique, mais par contre, il sera totalement liquide à la fin de la session, c'est-à-dire qu'il n'aura plus aucune position en cours. Et enfin, il y a le scalper. Donc le scalping, c'est quoi? C'est tout simplement de la spéculation pure et dure. Donc on va vraiment acheter et vendre sur des petits laps de temps. Ça peut durer quelques minutes, maximum, grand maximum 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et au-delà de ça, voilà, ça va devenir du day trading. Donc vraiment, le scalping, c'est de la très très courte durée. C'est vraiment faire de la spéculation, c'est vraiment jouer sur des très petits écarts de prix et faire des petites plus-values. Mais en faisant
beaucoup de petites plus-values, eh bien, à la fin, on arrive à une grosse plus-value. Donc voilà pour les 3 types de trading qui existent principalement sur les marchés financiers. Ça ne veut pas dire que vous devez vous cantonner à un seul style. Moi, je sais que j'aime bien faire du day trading ainsi que du swing. Maintenant que j'ai plus d'expérience, je commence aussi à implémenter du scalping de temps en temps, évidemment quand les marchés le permettent. Là où avant, en tant que débutant, je ne faisais pas du tout de scalping parce que c'est vraiment la compétence la plus compliquée. Parce que en trading, plus on descend dans les unités de temps, et moins les marchés sont lisibles. C'est-à-dire que moins vous réussirez à faire une lecture propre et de qualité sur un actif financier. Même si c'est possible, évidemment qu'il y a beaucoup de traders qui sont uniquement scalpers et qui s'en sortent très bien. Je pars juste du principe que pour un débutant, la façon de trader la plus facile, ça va être quand même le swing trading et le day trading. Même si sur le swing trading, il y a l'aspect psychologique de patience qui va entrer en compte. Alors maintenant, on passe sur un sujet très important pour le trader débutant, à savoir le capital de trading et quelle taille il doit y avoir, combien pour vivre du trading, avec combien je commence, c'est vraiment des questions qu'on se pose en tant que débutant quand on démarre le trading et c'est totalement normal. Alors moi, ce que je peux répondre à ça, c'est que vos premiers euros investis seront perdus. Alors ça fait un peu direct comme réponse, mais dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour moi à ma première année. J'ai perdu mes premiers milliers d'euros investis et c'est totalement normal parce que vous allez sur un nouveau domaine, sur un nouveau métier, avec beaucoup d'ambition mais très peu de compétences et forcément que dans la plupart des cas, vous allez vous cramer. Il peut arriver qu'il y ait une partie de chance, de réussite qui fasse que vous réussissiez vos premiers investissements et que vous ne cramiez pas votre compte, que vous gagnez au contraire même de l'argent. Mais retenez que ça va être vraiment des cas très atypiques et à part, et donc dans la majorité, dans la globalité des choses, vous allez perdre vos premiers euros investis. Donc, maintenant qu'on sait ça, eh bien, ce qu'on peut se dire, c'est que maximum, on va investir, allez, 500 euros pour commencer à se faire les dents sur les marchés financiers, pour commencer à chercher des opportunités, à faire de l'analyse technique, à gérer la psychologie de l'argent réel, la psychologie des émotions en trading. Et ça ne sert à rien déjà de mettre plus d'argent que vous ne pouvez en perdre. Donc, si vous pouvez mettre 500 euros qui ne vont pas impacter votre vie de tous les jours, si vous les perdez, eh bien faites-le. Si vous pouvez mettre 1000 euros, faites-le aussi. Mais n'allez pas au-delà de ces sommes-là parce que, comme je vous l'ai dit au début, vous n'avez pas les compétences et c'est certainement pas avec ces 500 ou ces 1000 euros que vous allez faire des millions, ok? Donc, pensez vraiment au processus d'apprentissage au début. Ne pensez pas forcément à gagner de l'argent, même si in fine c'est pour ça qu'on fait ce métier, mais ça viendra par la suite quand vous serez compétent. Donc, au début, investissez uniquement de l'argent que vous pouvez perdre sans chambouler votre quotidien, sans vous mettre dans des situations compliquées tout simplement. Si vous avez une famille, si vous avez des enfants, si vous avez des responsabilités, évidemment, vous devez être encore plus rigoureux. Sachez qu'au début, finalement, quand on commence le trading, qu'on commence à investir de l'argent en ouvrant un compte de trading chez un broker, eh bien, on paye pour apprendre, c'est-à-dire qu'on va payer pour apprendre de nos erreurs principalement, ok? Donc, niveau du capital de trading, soyez quand même rigoureux là-dessus. N'investissez pas beaucoup, investissez quelques centaines d'euros pour vous faire les dents, comme je vous l'ai dit. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des mois et des années, vous construirez un capital de trading sérieux, avec vos bénéfices, avec de l'argent que vous aurez réinvesti peut-être. Et donc, soyez patient à ce niveau-là. Commencez avec un petit capital de trading, faites-vous les dents, et puis patientez vraiment pour commencer à mettre des grosses sommes parce que vous risquez de les perdre. Et quand on commence, on n'a pas envie de perdre d'argent, mais pourtant, c'est une étape obligatoire. Donc, gardez ça en tête, et puis investissez en conséquence. Je sais que chacun a des moyens différents, donc faites en fonction de vous, c'est du cas par cas, mais en tout cas, retenez que vous ne devez pas investir de l'argent que vous n'êtes pas en capacité de perdre, donc évidemment pas de crédit, ne mettez pas toutes vos économies non plus, il y a eu des erreurs tragiques de ce côté-là, il y a eu des histoires vraiment horribles à ce sujet, des personnes qui ont tout perdu, qui ont tout investi, qui se sont suicidées. Donc là, on n'est pas sur un jeu vidéo, on est vraiment sur un vrai métier qui a des conséquences dans la vie de tous les jours. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi, investissez uniquement l'argent que vous pouvez perdre, et puis tout se passera très bien. Donc, pour continuer sur la gestion du risque, j'aimerais vous parler du risque ratio, parce que c'est très important à comprendre en trading pour devenir un trader performant. Donc là, vous pouvez voir un tableau assez coloré et on a donc une première colonne à gauche ici qui donne le risque ratio, donc de 1 pour 1, c'est-à-dire que si j'investis 50, je vais récupérer 50, de 2 pour 1, donc si j'investis 50, je vais récupérer 100, de 3 pour 1, si j'investis 50, je vais récupérer 150, de 4 pour 1, si j'investis 50, je vais récupérer 200, et de 5 pour 1, si j'investis 50, je vais récupérer 250.
Et cette colonne du haut ici, tout simplement, c'est le pourcentage de réussite sur vos trades. Ok, donc admettons que vous fassiez 10 trades, si vous avez 20% de réussite, vous en réussissez en moyenne 2 sur 10. Si vous en réussissez 3, vous avez 30% ok, de réussite. Si vous en réussissez 4 sur 10, vous avez 40%, et ainsi de suite, 5 sur 10, 6 sur 10, ok. Donc, qu'est-ce que nous dit ce tableau? Il nous dit que plus votre risque ratio sera bon, sera élevé, eh bien, moins vous aurez besoin de gagner de trades pour être un trader rentable. Par exemple, vous voyez qu'ici, si vous avez un risque ratio de 5 pour 1, donc si vous savez que vous investissez, vous risquez 50 € pour en gagner 250, eh bien, il vous suffira seulement de 2 trades sur 10 pour gagner. Pourquoi? Parce que si vous gagnez 2 trades sur 10, on est d'accord, à 250 €, ça vous fera 500 €. Maintenant, vous allez en perdre 8. Vous allez en perdre 8 à 50 €. 8 fois 5, 40, donc vous perdrez 400, alors que vous allez en gagner 500. Donc vous serez déjà rentable, ok? Donc c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'en trading, le risque ratio, plus vous allez l'utiliser et le mettre à votre profit, et moins vous aurez besoin de gagner de trades. Par exemple, avec un risque ratio assez simple de 1 pour 1, qui est le minimum à respecter, eh bien, pour être gagnant, il faut commencer à gagner 60% de ces trades, à être juste au-dessus de la moyenne des 50%, ok? Maintenant, à 2 pour 1, donc si vous risquez 50 pour en gagner 100, donc le double, vous devez gagner au moins 40% de vos trades. Donc vous voyez bien avec ce tableau, c'est assez clair que vous allez devoir travailler sur votre risque ratio. Je vois beaucoup de gens, eh bien surtout des gens qui proposent des signaux. Donc ces personnes proposent des signaux d'investissement à leur audience, souvent sur Telegram, et par exemple elles vont vous donner un trade à l'achat sur l'euro-dollar, et elles vont vous mettre un stop loss à 100 points et un TP à 20 points. Donc là on n'est même pas sur un risque ratio de 1 pour 1, ok? On est sur un risque ratio où on cherche à gagner 20 pips, mais on en risque 100, ok? Donc, on risque 5 fois plus que ce qu'on peut gagner. Donc, comment voulez-vous être rentable, ok? C'est vraiment important de comprendre cette notion de risque ratio. Dans votre trading au quotidien, vous devrez y penser constamment quand vous prenez un trade. Ça devra faire partie de votre gestion du risque, parce que si vous commencez à avoir des excellents risques ratio style 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, 5 pour 1, eh bien vous verrez que en gagnant 3 trades, 2 trades, 4 trades sur 10, eh bien vous serez un trader rentable. Et il n'y a pas besoin de plus que ça, ok? Donc c'est vraiment très important. Et il y a beaucoup de traders débutants à qui cette notion échappe et c'est vraiment dommage. Parce que c'est pareil, si vous mettez des stops à 50 points, à 100 points, pour en gagner 20 ou 30 parce que vous n'arrivez pas à laisser courir vos positions, à long terme, vous ne réussirez jamais à vivre du trading. Je vous laisse ce tableau à disposition. N'hésitez pas à y revenir, à vraiment le comprendre. Je vais pas non plus m'éterniser dessus. J'ai pas envie que cette vidéo dure non plus 3 heures. Mais de votre côté, rien ne vous empêche d'y revenir et de comprendre plus en profondeur comment ça se passe, si tant est que ce soit pas encore clair pour certains d'entre vous. Enfin, pour clôturer cette partie sur la gestion du risque en trading, on va parler du money management très brièvement. Et de toute façon, c'est de la répétition. C'est-à-dire que je vous le dis souvent, par trade, sur votre stop loss, c'est 2% du capital maximum, grand maximum. Si vous pouvez être en dessous, c'est encore mieux, ok? Surtout quand vous débutez, quand vous aurez plus d'échecs que de réussites, eh bien, ne commencez pas à risquer 30%, 50% du capital, parce qu'en un trade, deux trades, trois trades, votre capital, il va se cramer. Vous, de votre côté, psychologiquement, vous allez plonger, vous allez être déçu, vous allez vous dire ça marche pas, c'est de l'arnaque, ou alors je suis nul, j'arrête. Et c'est vraiment pas le but. Le but, c'est que vous passiez ces épreuves, que vous passiez ces étapes d'apprentissage et que vous finissiez par vivre de votre trading, qui est sûrement votre objectif ou encore votre rêve. Donc, respectez ce money management. Tous les plus grands traders de ce monde vous diront que la gestion du risque, c'est le nerf de la guerre. Vous devez être un excellent gestionnaire de risque avant d'être un excellent analyste financier, ok? C'est très important. Comme je vous l'ai dit, c'est une notion clé en trading que vous devez absolument maîtriser. Et même si c'est très scolaire, si c'est très chiant parce que ça enlève un peu l'adrénaline de faire un gros coup, c'est pas grave. Si vous voulez être un bon trader, vous devez être avant tout un bon gestionnaire et quelqu'un de sérieux dans la gestion de vos finances. Pour durer, évidemment que tu vas devoir respecter cette règle-là qui est un pourcentage maximum, je dis bien maximum, ok? Donc tu vas devoir respecter cette règle dans la durée, dans les futurs mois, dans les années de trading que tu feras pour pouvoir réussir et surtout durer, ok, et réussir à en vivre longtemps. Le but c'est pas juste de gagner de l'argent pendant 6 mois et après de tout perdre, hein. Le but c'est vraiment de bien d'être rentable des années et des années durant et de grossir un capital et de pouvoir en vivre, de sortir un salaire tous les mois. Alors les amis, dans cette partie de la formation, on va vraiment passer à l'analyse technique, on va vraiment passer aux choses concrètes sur les graphiques financiers et je vais vous partager une façon d'analyser les graphiques qui est la mienne, que j'ai mise au point ces 4 dernières années, qui est
rentable évidemment, qui fonctionne. Maintenant, il faut vous l'approprier et il faut mettre les choses en place de votre côté suite au visionnage de cette vidéo, évidemment, ok? On va parler du suivi de tendance qui est pour moi le trading le plus simple et le trading le plus rentable. Donc pour vous, en tant que débutant, ça va être vraiment la première chose à faire, la première chose à effectuer, c'est le suivi de tendance sur les marchés financiers. Donc on va voir par la suite concrètement, vous inquiétez pas sur les graphiques comment ça se passe et on va utiliser notamment la loi de Dow pour pouvoir suivre la tendance et vous verrez que ce sera assez simple avec cette loi de pouvoir suivre une tendance, se repérer sur les graphiques et donc tirer profit un maximum de ces tendances. Parce qu'au final les marchés financiers c'est ça, c'est soit une tendance baissière, soit une tendance haussière, soit une tendance neutre. Et donc si on est en tendance haussière, vaut mieux être du côté de cette tendance. Si on est en tendance baissière, vaut mieux également être du côté de cette tendance baissière parce que si vous êtes à l'achat lors d'une forte tendance baissière, je peux vous assurer que c'est comme prendre un TGV en pleine poire. Donc ça fait mal et ça fera mal du coup sur votre compte de trading. J'ai pas envie que vous vous retrouviez dans cette situation qui est très douloureuse pour un trader et donc c'est pourquoi je vous partage cette façon de faire. Il faut jamais se mettre contre la tendance et ce que je recommande pour une tendance neutre, donc un range sur les marchés financiers, c'est évidemment de rester en dehors. Évidemment, il y a des stratégies de trading de range comme acheter en bas, vendre en haut avec des signaux, avec des zones, mais ça reste quand même un peu plus compliqué que le suivi de tendance, très basique, qui est plus simple à aborder pour un débutant tout simplement. Très brièvement, comme je vous l'ai dit, ça va être la stratégie la plus facile et la plus rentable pour vous en tant que trader débutant. Maintenant, on va passer sur les graphiques pour voir ce que ça donne le suivi de tendance et la loi de Dow notamment. Alors visuellement, vous pouvez vous en rendre compte, la tendance est quand même très haussière, ok? Donc c'est pour ça que je vous ai pris cet exemple. On est sur un graphique très haussier et on est dans l'exemple dont je vous ai parlé avant d'une tendance très haussière. Donc premièrement, comme je vous l'ai dit, on veut jamais vendre un actif comme ça, même si vous le voyez, dans une tendance haussière, évidemment qu'on a des phases de baisse, ok? Donc des phases de correction. C'est le principe d'une tendance, c'est-à-dire qu'elle se fera jamais en ligne droite. On aura au sein de cette tendance haussière de fond, eh bien, des phases de correction tout au long de la tendance. Comme vous pouvez le voir ici, je vous en ai mis deux, je vous en mets une troisième ici. Vous pouvez voir que donc on a une hausse de fond, mais dans cette hausse, on a des phases de correction, des phases de pause, si vous voulez, dans cette tendance que le marché va faire. Et c'est souvent dans ces phases-là que ça va faire douter les débutants et piéger les débutants. Ok. Maintenant, sachez que au niveau des statistiques, eh bien, une tendance, elle va se poursuivre X fois, c'est-à-dire qu'elle peut se poursuivre une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois. Et l'exemple en est que on a un premier mouvement, on a une correction, elle va se poursuivre une deuxième fois, elle va se poursuivre une troisième fois après cette deuxième correction, et là, elle est en train de se poursuivre une quatrième fois. Et si on descend, eh bien, ça débute même d'ici. Donc, on a un premier mouvement, une phase de correction, de stagnation, deuxième mouvement, correction, mouvement, correction, mouvement, correction, et mouvement en cours, ok? Donc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et le suivi de tendance, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le but de rentrer dans cette tendance haussière. Vous n'êtes pas rentré au plus bas ici, le but, ça va être de rentrer au meilleur moment avec un bon timing. Donc, dans une tendance haussière, comme je l'ai dit, il y a des corrections, et donc il y a des meilleurs prix à acheter quand le marché baisse, et donc le but du trader débutant dans le suivi de tendance, ça va être d'acheter sur les corrections dans une forte tendance haussière. Donc là, ici, par exemple, on aurait eu un achat ici, on aurait eu un achat ici potentiel, et on aurait eu un peu plus récemment un achat ici potentiel, ok? Donc le principe c'est ça, c'est qu'on a une tendance, et c'est de pas rentrer à l'achat au plus haut évidemment, c'est d'attendre les bonnes corrections pour rentrer et pour reprendre les nouvelles impulsions haussières. Maintenant, pour que ce soit simple et qu'on évite de se tromper au niveau du timing, c'est-à-dire de rentrer au plus haut sur les points hauts, par exemple ici, ici ou encore ici, et qui vous donnera une correction juste après, donc si vous achetez ici, vous allez vous manger cette correction-là qui représente quand même plus de 1000 pips, ok, donc c'est quand même une forte correction que vous n'avez pas envie de subir sur votre capital de trading. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va utiliser la loi de Dow. On sait qu'on est dans une tendance haussière, et dans une tendance haussière, tout simplement la loi de Dow stipule que les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc commençons ici, on a un premier point bas ici, ok, on a un deuxième point bas ici, on en a un troisième ici, on en a un quatrième ici, on en a un cinquième ici. Donc on va prendre ces exemples pour que vous compreniez bien, c'est-à-dire que le premier point bas est là, ok? Ensuite on a un mouvement haussier, on a le deuxième point bas qui est ici, donc ce point bas qui a été formé par le marché est plus haut que le premier point bas, ok? Donc ça c'est la définition d'une tendance haussière. On continue, on a un autre mouvement haussier, on a une correction, et le point bas formé par le marché descend pas plus bas qu'ici. Donc ce troisième point bas est plus haut que le deuxième et plus haut que le troisième. Et pareil pour le quatrième, pareil pour le cinquième. Donc en fait c'est ça. C'est que dans une tendance haussière, le marché va tout le temps corriger un peu à certains moments, mais tant que la tendance reste haussière, eh bien le point bas ne descendra pas en dessous du point bas précédent.
Si par exemple, ici, au niveau de la correction, le marché s'était pas arrêté ici, mais était descendu plus bas que cette ligne ici, donc par exemple, il était venu clôturer ici, eh bien la tendance haussière se serait inversée dès cet endroit, dès ce niveau de prix, ok? Et ça serait pas monté aussi haut. Donc, quand on sait ça, eh bien ici, comment on sait qu'on aurait pu acheter sereinement? Parce que on a eu ce dernier mouvement aussi, cette dernière impulsion, on a eu cette correction, et on peut voir que le marché a fait un stop à ce niveau-là, puis est reparti. Donc on savait qu'une fois que le marché stabilisait ici, ne redescendait pas plus bas et commençait à remonter, on aurait pu acheter très sereinement à peu près à ce niveau de prix quand on casse cette mini résistance ici, ok? Pour poursuivre la tendance, parce qu'on sait que la loi de dos, eh bien, n'a pas été brisée et renversée à la baisse. Si la correction était plus profonde et était descendue plus bas que ce point bas ici, eh bien, la tendance haussière aurait été remise en cause et ça aurait été risqué, voire très risqué, de continuer d'acheter cette tendance parce que une fois qu'on retourne la tendance, on risque de descendre plus bas et peu importe où le marché veut aller, en tout cas, il n'est plus en tendance haussière. Donc c'est vraiment ce principe-là qui est important à comprendre sur la loi de dos. C'est pareil, je vous donne qu'un exemple dans cette formation gratuite, mais c'est à vous de vous entraîner sur les graphiques, à repérer les lois de dos sur les tendances, et vous verrez comme ça que ce sera beaucoup plus simple. Parce que même ici, quand on a ce long mouvement, cette longue correction qui revient aux anciens niveaux de prix, eh bien le point bas est toujours un peu plus haut que ce point bas précédent. Donc quand on sait ça, eh bien on sait qu'on peut acheter plutôt sereinement après cet englobant daily à la hausse qui relance le mouvement, qui valide en fait que le marché a fait un point bas, mais plus haut que le point précédent, et donc ça préserve notre tendance haussière, et donc on sait de cette façon que le marché va continuer de monter. Donc c'est pas plus compliqué que ça, le suivi de tendance et la loi de dos, je vous incite vraiment à le mettre en pratique de votre côté sur les graphiques boursiers. Donc après le suivi de tendance, ce qui est important de comprendre dans l'analyse technique, c'est les zones de prix. Donc premièrement, vous l'aurez compris, il faut vraiment avoir une forte tendance et la suivre sur les marchés financiers. Ensuite, une fois qu'on a cette forte tendance, on va chercher des zones de prix, des zones de rachat stratégiques. Donc ça, les zones de prix, c'est ni plus ni moins que des zones de support et de résistance. Ok? Donc ces zones de support et de résistance sont vraiment clés en trading parce qu'elles vont vous permettre d'entrer en position sur les bons endroits qui font réagir le marché. On va aller voir ça encore une fois sur les graphiques juste après, ne vous inquiétez pas. On va apprendre à tracer et bien repérer ces zones-là pour pouvoir avoir un excellent timing et pour ne pas se tromper quand on achète ou quand on vend un actif en fonction de la tendance prédéfinie. Sachez qu'au niveau des zones de prix, plus l'unité de temps est élevée et plus la zone est puissante. C'est-à-dire que si je fais une zone de résistance ou de support, eh bien sur le mensuel, ça a beaucoup plus de poids qu'une zone de support et de résistance sur du H1 ou du M15. Tout simplement parce que ça va être beaucoup plus respecté, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus puissant, parce que par exemple une zone de résistance en mensuel peut être résistance depuis 2010-2013, donc depuis 10 ans. Là où une zone de résistance en H1, en M15, elle aura une durée de vie, par exemple, de plusieurs jours seulement, ok? Donc vous voyez la différence entre ces deux cas bien précis, et vous comprenez donc très facilement que une zone en mensuel qui tient depuis 10 ans sera beaucoup plus puissante qu'une zone en M15 qui tient depuis 2 jours et demi. Donc ça paraît logique. Donc maintenant on va en tracer quelques-unes sur les graphiques pour que vous puissiez bien comprendre cette démarche. Donc les amis, comme au préalable pour la tendance, on se retrouve sur le pétrole. Et maintenant ce qu'on va faire, eh bien, c'est que on sait qu'on a notre tendance haussière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors je vais supprimer ça et on va tracer des zones de support importantes d'achat puisque on est en tendance haussière. Si on avait été en tendance baissière, on aurait tracé des zones de résistance pour rentrer dans la tendance. Maintenant, la tendance est haussière, donc nous, ce qu'on va faire, c'est trouver des fortes zones, eh bien, de support potentiel pour pouvoir racheter l'actif en question. Donc là, on en a une qui est très intéressante. On est toujours en daily, donc on trace quand même une zone de support qui est plus ou moins pertinente quand même, parce que le daily est une grosse unité de temps. Et on peut voir tout simplement que cette zone de support est très importante. Pourquoi? Parce qu'au préalable, on avait donc ce début de tendance haussière avec un premier G ici, ok, un premier gros mouvement de plusieurs milliers de pips. Après, vous pouvez voir que le marché a commencé à se stopper ici et à buter sur une zone de résistance. Et vous pouvez voir que la résistance a rejeté les prix. On a travaillé des jours, des semaines, voire des mois dessus. Puis enfin, on a cassé cette zone de résistance à la hausse. Et vous pouvez voir qu'après on est revenu jouer cette zone, mais cette fois en tant que support. Parce qu'une fois qu'une résistance se casse à la hausse, eh bien elle devient support. Le marché va venir la retravailler, la retester. Vous pouvez voir qu'ici c'est parfait, hein. On l'a légèrement cassé, on est venu la rejouer, on l'a recassé beaucoup plus clairement, on est venu la retester, ça a tenu une fois, ça a tenu 2 fois, ça a tenu 3 fois, ça a tenu 4 fois, ça a tenu 5 fois. Pareil, au niveau des zones de support et de résistance, plus votre zone tient un nombre de fois élevé et plus elle est puissante.
Là, on peut partir du principe qu'à partir de 2-3 points de touche qui ont été validés par le marché, comme c'est le cas ici, eh bien c'est déjà assez puissant. Maintenant, ici, on a 5 points de touche. C'était vraiment une zone qui est très forte et qui était vraiment utilisable pour des points d'achat, comme on va le voir juste ici. Par exemple, ici, on avait un super point d'achat. Également, ici, plus récemment, on avait 2 super points d'achat. Et ça, donc, c'est une zone qu'on travaille en daily. Maintenant, si vous allez en M15, comme je vous l'ai dit, eh bien, les zones vont être beaucoup moins respectées, ok? C'est-à-dire que une simple zone de support tracée en M15 va être brisée, va être cassée beaucoup plus facilement que si on est en daily, en weekly ou en mensuel sur les grosses unités de temps. Donc c'est vraiment important de comprendre tout ça. Maintenant, voilà, il faut s'entraîner simplement à tracer vos zones hein, et à avoir celles qui réagissent bien, à trouver les bonnes zones de prix. C'est pas forcément facile au début. Vous pouvez voir que là, par exemple, on est en weekly de 2010 à 2014-2015. Vous pouvez voir qu'on a une superbe zone de résistance qui a tenu parce qu'elle est en grosse unité de temps, parce qu'elle a été travaillée plusieurs fois et donc le marché ne la laisse pas céder, ne la laisse pas se casser tout simplement facilement. Donc vous pouvez voir que sur cet exemple-là, on avait travaillé une fois cette zone ici, on a été rejeté violemment à la baisse, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, là on n'est même pas allé jusqu'à la zone, une cinquième fois, une sixième fois, et là on a eu un embouteillage sur cette zone avant d'être violemment, très violemment redirigé à la baisse. Ici on est sur des plus hauts historiques quasiment je crois, voilà, on a le plus haut historique ici donc à 145, mais ici on était déjà sur une zone où les prix sont extrêmement élevés. C'est pour ça que le marché, bien, n'est pas repassé au-dessus. Donc vous pouvez voir que vraiment les zones de support et de résistance sont très qualitatives à partir du mensuel, du weekly, du daily. Ensuite, plus vous allez descendre et plus vous allez descendre également en qualité sur vos zones de résistance et de support, c'est-à-dire que elles vont être cassées plus facilement par le marché. Et vous, ce que vous voulez, c'est des zones de confiance. Vous êtes en recherche de zones qui vont vous permettre, eh bien, de si là vous avez une résistance, si vous vendez, vous n'avez pas envie que la zone finalement casse à la hausse et que vous perdiez votre trade. Donc vous recherchez de la confiance dans vos zones et cette confiance-là que vous recherchez pour gagner votre trade, vous devez la trouver sur les grosses unités de temps. C'est pas parce que vous avez une zone en grosse unité de temps que ça vous empêche de faire de l'intraday. Si on est à ce niveau-là, par exemple en temps réel, qu'on sait qu'on a cette zone qui tient depuis 5 ans et qu'on est là et qu'on est en M15, eh bien, si on a un signal de vente en M15, on peut très bien vendre sur de l'intraday parce qu'on sait qu'en tendance de fond, eh bien, on est sur une grosse zone qu'on bloque et qu'il y a très très peu de chances qu'on casse cette zone. Donc, il y a les grandes probabilités, les grandes chances sont pour que le marché baisse. Ok? Donc, c'est vraiment une gestuelle psychologique à prendre en main. Il faut vraiment s'habituer à raisonner de cette façon. Et si vous commencez à tracer vos zones de support et de résistance sur les grosses unités de temps, vous verrez que vos résultats vont grandement s'améliorer. Alors les amis, pour cette quatrième partie de la formation totalement gratuite, on va parler du price action. Vous l'aurez peut-être remarqué dans mes anciennes vidéos, en tout cas, je parle rarement d'indicateurs et ma méthode de trading se focalise principalement sur le fait de lire et de déduire, de comprendre les bougies japonaises qui vont vous donner quasiment 99-100% des informations dont vous avez besoin pour passer un trade. Les indicateurs techniques, je ne crache pas dessus, ils peuvent être utiles, mais seulement en complément et à condition de bien les maîtriser. Par exemple, des indicateurs type oscillateur comme stochastique, eh bien, ne fonctionnent pas sur les zones de survente et les zones de surachat. C'est par exemple ces nombreux pièges sur de nombreux indicateurs qu'on va retrouver qui vont piéger les traders débutants. Donc je vous invite vraiment à vous focaliser sur l'action des prix, donc sur l'action de vos bougies japonaises. Qu'est-ce qu'elle va vous dire ? Pourquoi elles ont cette forme-là, pourquoi elles ont cette amplitude-là, et comment je peux en tirer parti dans ma stratégie de trading au quotidien. Donc, comme je vous l'ai noté ici, chaque bougie japonaise que vous voyez sur votre graphique, qu'elle soit rouge ou verte, se traduit, se lit et essaye de vous dire quelque chose, et tout simplement, vous devez la prendre en compte et essayer de la comprendre pour donc entrer en position. Une bougie va toujours traduire la psychologie des investisseurs en temps réel. Selon la forme qu'elle a, selon l'amplitude qu'elle a, elle va traduire un état émotionnel, si vous voulez, un état psychologique des investisseurs. Donc sur une grosse tendance haussière, on va avoir beaucoup de grosses bougies vertes très impulsives, très volatiles. Ça veut tout simplement, par exemple, dire eh bien, que les investisseurs sont nombreux à l'achat et que le marché est acheteur. Donc c'est pas très compliqué, mais ça demande quand même un peu de réflexion et de compréhension et notamment de lecture de ces bougies japonaises. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit encore une fois plus concret, on va aller sur les graphiques et je vais vous partager différentes lectures de différentes bougies japonaises qui sont très importantes dans ma stratégie de trading et qui peuvent l'être tout autant pour la vôtre. Alors le premier type de bougie que j'aimerais vous partager, ça va être tout simplement
la longue mèche. Alors ce qu'on appelle la longue mèche, ça va être une bougie en fait comme ça. Donc ça c'est plus ou moins un doji parce qu'il y a un petit corps, une mèche haute et une mèche basse. On peut voir qu'elle a une forme assez particulière par rapport aux autres bougies. Et très simplement, cette bougie-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a commencé à être toute rouge. Et finalement, les acheteurs ont repris le dessus pour, eh bien, la faire clôturer à ce niveau-là, ok? Donc, si les acheteurs avaient complètement plié bagage et avaient admis la défaite, tout simplement, la bougie serait restée très très rouge. Mais on peut voir que, certainement ici, il y a une grosse zone, eh bien, que ça a réagi au niveau du marché, au niveau de cette zone-là, et que les acheteurs ont repris l'ascendant, c'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup d'achats à ce niveau-là, ce qui a fait remonter les cours, et certainement que les vendeurs qui avaient vendu depuis tout ce mouvement baissier ici, se sont dit, eh bien, c'est une super zone, on va peut-être commencer à clôturer des positions. Et ces deux explications, eh bien, font que on a une longue mèche comme ça, donc un marché qui était très baissier et qui est remonté en clôture, ok? Donc ça, c'est un premier type de bougie, c'est un premier type d'indication, souvent sur des zones en général de support ou de résistance, vous allez voir ce genre de mèche parce que, eh bien, ça va être un retournement de psychologie en temps réel des investisseurs. Maintenant, une des bougies que j'aime beaucoup, ça va être cette bougie ici, par exemple, qu'on va appeler une englobante. Donc, une englobante, elle peut être baissière, comme c'est le cas ici, donc bougie rouge, ou elle peut être haussière, comme c'est le cas ici, par exemple, en bougie verte. Et ces englobantes-là, c'est pareil, ça va montrer un consensus psychologique, ça va montrer un retournement de psychologie des investisseurs. On a un mouvement baissier, et vous pouvez voir qu'après le doji, donc le doji c'est une bougie d'hésitation parce que on a un cours d'ouverture, un cours de fermeture qui est quasiment identique, et on a une mèche en haut, une mèche en bas. C'est-à-dire qu'on est monté, on est descendu, et finalement, les investisseurs se sont mis d'accord sur plus ou moins le milieu de la bougie avec un tout petit corps, ok? Et suite à ce doji-là, donc une bougie d'indécision, on prend une décision, donc les investisseurs prennent une décision tous ensemble pour former cette bougie englobante haussière. Et souvent après une bougie comme ça, surtout quand c'est sur une zone encore une fois, eh bien ces bougies-là ne vous trahissent que très rarement parce qu'en fait ça va vraiment montrer ce changement, ce revirement de psychologie et donc de tendance sur les marchés financiers. Vous pouvez voir qu'on est baissier, on a l'hésitation, on a le passage à l'action des acheteurs qui reprennent le dessus et puis après on a un mouvement haussier qui fait quand même quasiment 2000 pips. Donc c'est un super trade, c'est un super signal à ce niveau-là. Au niveau de l'englobante baissière, qu'on retrouve ici, c'est totalement pareil, hein. On a une phase de stagnation du marché, on a certainement une zone très importante à peu près à ce niveau-là, ok, et on peut voir que tout simplement, après beaucoup d'indécision, beaucoup de stagnation, beaucoup de range, le marché fait un petit excès à la hausse, fait une petite mèche et englobe la bougie pour lancer un gros mouvement baissier. Donc vous verrez souvent que les gros mouvements sont lancés par des englobantes, c'est pourquoi j'attire tout particulièrement votre attention sur ce type de bougie. Une autre bougie que j'aime trader, eh bien, ça va être le Marubozu. Et le Marubozu, qu'est-ce que c'est? Ici, par exemple, on a un Marubozu baissier. Et le Marubozu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une bougie complète, rouge ou verte. Alors ici, dans le cadre précis, elle est rouge, elle est baissière. Et vous pouvez voir que on a un énorme corps et quasiment aucune mèche. Tout simplement parce que dès l'ouverture, en fait, les investisseurs ont vendu. Ça a fait baisser le marché et jamais les acheteurs ont repris le dessus. Donc, il n'y a jamais eu de mèche haute. Il y a une très petite mèche basse, mais en tout cas vous pouvez voir que le Marubozu est une bougie tout simplement impulsive, une bougie puissante, c'est-à-dire une bougie qui va directement dans un sens sans hésiter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de combat en fait, ok? Et s'il n'y a pas vraiment de combat entre acheteurs et vendeurs, eh bien ça veut dire que le mouvement, peu importe le sens qu'il prend, donc ici on est à la baisse, eh bien va être puissant. Et vous pouvez voir qu'après ce Marubozu, eh bien, on a des bougies rouges weekly qui s'enchaînent et qui font complètement dégringoler les cours. Donc ces Marubozu-là, ils sont importants à remarquer parce qu'ils vont vous permettre en fait d'anticiper une future volatilité. C'est comme un départ en fait, c'est comme un starting, un feu de départ qui va vous montrer ce qui va se passer par la suite, entre guillemets. On saura jamais jusqu'où le marché va descendre, évidemment, mais on se rend compte qu'on a un flux, on a de la volatilité qui se déclenche à ce niveau-là, et souvent, par la suite, eh bien, ça ne trompe pas, c'est-à-dire que le marché va continuer dans ce sens-là parce qu'on a vraiment déclenché une forte volatilité et déclenché tout simplement un mouvement. Donc voilà pour les principales bougies. Je rappelle, on a la bougie d'hésitation qui est le doji, on a l'englobante qui est une excellente bougie, surtout sur les zones pour les retournements. On a les bougies avec des longues mèches, ok, comme on a pu le voir ici, qui montre un gros retournement de psychologie. Et on a également le doji, par exemple ici, qui est une bougie d'indécision, c'est-à-dire que le marché a fait un mouvement, ça va être souvent une bougie d'essoufflement, une bougie de fin de mouvement, et suite à ce doji, une fois qu'on aura pris une décision, que ce soit à la hausse ou à la baisse, eh bien souvent le marché va la respecter également. Vous pouvez voir qu'ici, comme je l'ai expliqué, on a l'englobante après le doji, on a pris la décision après l'indécision justement d'aller à la hausse et
Après, eh bien, le marché est allé à la hausse sur plusieurs semaines et donc sur plusieurs milliers de pips. Donc voilà pour les principales bougies de price action que je vais utiliser dans ma méthode. Donc si vous commencez eh bien, à utiliser la tendance, les zones de prix importantes et ces bougies-là qui sont très importantes dans une stratégie trading, vous verrez que petit à petit, vous allez vous constituer une stratégie de trading rentable. Donc cette formation, globalement, si vous la mettez en place, vous serez un trader de tendance, vous saurez repérer les zones d'intervention qui sont clés, vous saurez gérer votre money management, et vous saurez en plus reconnaître les bougies qui sont importantes, les bougies que je viens de vous expliquer qui sont importantes dans la lecture graphique, et vous verrez que petit à petit, vous allez progresser avec cette méthode. Alors évidemment qu'elle n'est pas complète ici sur YouTube parce que j'ai un cours complet qui traduit ma méthode de A à Z pour ceux qui souhaitent vraiment aller en profondeur et recevoir ma stratégie de trading au complet et l'implémenter de leur côté sur les marchés financiers. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller plus en profondeur, avoir une formation complète qui dure 8 heures, où je vous partage tout de A à Z, mon analyse technique, mes indicateurs techniques, ma gestion du risque, mes signaux d'entrée en position, les figures que je regarde, etc., etc. Tout est vraiment dans la formation. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent rejoindre cette formation payante, eh bien, vous allez sous la vidéo, vous avez un lien d'accès à mon site web et vous verrez plus d'informations à ce sujet-là. En tout cas, j'espère que cette formation gratuite vous aura permis d'évoluer, vous aura permis de passer un step et de progresser dans votre trading au quotidien. Je vous remercie infiniment de votre attention tout au long de cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Le Trader Smart. Ciao ciao.